les gens s'intéressent beaucoup à la préhistoire. Euh, vous le voyez avec les gosses d'ailleurs, hein. Ils posent des questions. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas davantage de cours sur la préhistoire, parce que c'est quand même 99% de notre histoire, hein. Et les enfants s'y intéressent énormément. Et de plus en plus de gens s'y intéressent, pas que les enfants. Moi, je le vois quand je fais des conférences, en général, il y a pas mal de monde, hein, qui vient. Et ils posent des questions. Les gens s'intéressent à leurs sources. Et je crois que, c'est une idée à moi, ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais que plus on est dans une période difficile, et plus les gens s'intéressent à leurs sources. Vous voyez, on est dans une période qui est pas simple, hein. On le voit, il n'y a qu'à écouter ce qu'on dit à la radio ou ce qu'on voit à la télévision. On est dans une période difficile. Et donc, dans cette période-là, les gens ont tendance à se retourner vers le passé et voir, et dire, mais comment ils vivaient ces gens? Est-ce qu'ils étaient plus heureux que nous? Vous voyez, la question se pose, hein. Et donc, ils se tournent vers la préhistoire. Il peut y avoir beaucoup de raisons. Et la raison majeure, c'est d'établir, mais ça c'est une raison très générale, c'est d'établir un contact avec les dieux, les forces surnaturelles, quelles qu'elles soient, hein, selon les époques, bon, avec les dieux, pour régler les problèmes de la vie courante, c'est-à-dire en numéro un la santé, hein. Mais tout ce qui peut advenir. Par exemple, il y a un couple qui se marie, et bien, pour qu'ils aient des enfants, pour qu'ils aient la santé, etc. Vous voyez. Donc, en numéro un, c'est ça, hein. Et alors après, ça prend des formes différentes selon les lieux et selon les temps. Par exemple, je me rappelle très bien, une fois on était aux États-Unis et on était allé voir un site d'art rupestre, des gravures, hein. Et puis un monsieur était venu nous trouver, c'était lui qui surveillait le site, en nous disant non, non, vous pouvez pas rester parce que c'est un site qui appartient à tel Indien, si vous voulez, et il marque la différence, la rupture entre telle tribu et telle autre, vous voyez, et donc ça marquait la frontière. Donc c'est quelque chose qui était hyper sacré, il dit non, vous ne pouvez pas y rester. Bon, on est parti. Mais quand on voit ce qui se passe dans les tribus, où encore ça continue, où il y a des traditions, vous savez, on est modeste, hein, on doit être modeste, parce que c'est souvent très très compliqué. Et il n'y a pas de raison que ce soit moins compliqué il y a 15 000 ans ou 20 000 ans, hein. On estime qu'il y a peut-être dans les 400 000 sites ornés dans le monde. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ne serait-ce qu'en Europe, il y a 6 traditions majeures. Alors, on peut voir les cavernes ornées. Il doit y en avoir une douzaine ou une quinzaine ouvertes au public en France et à peu près autant en Espagne. Donc, déjà, on peut commencer à voir. Mais après, il y a eu un art rupestre sur les rochers à l'extérieur, à d'autres périodes. Par exemple, en France, le Mont Bégaud. Alors, pas maintenant, hein, actuellement, il doit y avoir un mètre de neige. Mais l'été, on peut y monter, ça se visite. Il y a des milliers de gravures sur les rochers. Et ça date d'une période, ça a quoi, 5000 ans à peu près, vous voyez, 4-5 000 ans. Et ça correspond à d'autres croyances, à d'autres pratiques, à des vies complètement différentes. Et dans le reste du monde, il y en a énormément, énormément. Vous avez dans tout le nord de l'Afrique, en Algérie, dans le nord du Niger, au Maroc, etc., il y a énormément de sites ornés. Donc tout ça, c'est une introduction à la rue. Oui, je pense que dans l'avenir, on travaillera davantage encore et il y aura des découvertes
sur les problèmes de datation. Actuellement, on peut dater très bien quelque chose qui a été fait au charbon. Donc là, il y a des analyses qui se font, ce qu'on appelle le carbone 14, etc. Bon. Et on peut avoir des dates très fiables. Il y en a eu des milliers, par la méthode, cette méthode du radiocarbone. Mais très souvent, les peintures, elles sont pas faites, ou les dessins ne sont pas faits au charbon. Les gravures ne sont pas faites avec le charbon. Et très souvent, toutes les peintures en rouge sont indatables par cette méthode. Parce que c'est fait avec des oxydes de fer, avec de l'hématite, donc ça ne marche pas. Et d'autres méthodes ont été appliquées, commencent à être appliquées, en particulier celle de l'uranium-thorium. Et la semaine dernière, il y a eu, ça a été dans tous les journaux, à la radio, etc., une découverte qui a été faite, des analyses qui a été faite dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, où ils ont des dates 65 000 par la méthode de l'uranium-thorium. Et ils disent, ah ben voilà, l'art paléolithique, on pensait que ça commençait à 40 000 ans, et non, ça commence au moins à 65 000 ans. Alors, il y a des spécialistes des datations qui le contestent, ça, parce que dans les grottes, la méthode de l'uranium-thorium, elle marche beaucoup moins bien qu'à l'extérieur. Pour de bonnes raisons. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui coule sur l'endroit où on va faire les prélèvements. Or, qu'est-ce qu'on date? On date la calcite. La calcite, elle a été faite avec de l'eau qui a coulé, qui a déposé du calcaire. Et donc, c'est un endroit où il y a de l'eau qui coule. Et quand l'eau coule, elle enlève l'uranium, mais le thorium qui n'est pas soluble dans l'eau reste. Et du coup, cette relation uranium-thorium est faussée et on a des dates beaucoup plus anciennes que la réalité. Donc, ces nouvelles méthodes demandent à être précisées. Moi, je pense que dans l'avenir, on arrivera à trouver des méthodes beaucoup plus pratiques et beaucoup plus fiables. Alors, en Afrique, nous venons d'Afrique, hein, et en Afrique, on a des dates beaucoup plus anciennes, pas pour de l'art sur les parois, pour de l'art pariétal, parce que là, c'est exposé aux éléments et ça a peu de chance de se conserver, si c'est extrêmement vieux. Mais dans des couches, vous voyez, sur des objets, et il y a par exemple un morceau d'hématite assez gros, qui fait peut-être une dizaine de centimètres, qui a été travaillé et sur lequel il y a des croix et des traits. C'est de l'art. Et ça a été daté 75 000. Ça a été trouvé dans le sud de l'Afrique. Donc, on a trouvé également, daté de 60 000, des morceaux, des fragments d'œufs d'autruche qui servaient sans doute de récipient pour de l'eau, pour du lait, et qui étaient décorés à l'extérieur. Vous voyez, 60 000, daté à 60 000. Donc, que ça ait commencé là, ailleurs, en Afrique, très très anciennement, on trouverait, vous savez, notre espèce, les hommes modernes, il paraît qu'on a 300 000 ans, mais ça augmente. On a fait des découvertes au Maroc, bon, 310 000. Alors qu'on trouve en Afrique des objets décorés à 120 000, 150 000, moi ça ne m'étonnerait pas du tout. Oui, actuellement, je ne dis pas que c'est une mode, c'est beaucoup dire, mais on fait des reconstitutions de sites en France, de grottes ornées qu'on ne peut pas visiter. Ça a été fait pour Lascaux, ça a été la première, et actuellement, il y a eu ce qu'on appelait Lascaux 2, Lascaux 1 c'était l'original. Et puis il y a eu une grande exposition qui a circulé dans le monde qu'on appelait Lascaux 3. Et maintenant il y a Lascaux 4, qui est une excellente reproduction. Mais la même chose a été faite pour la grotte Chauvet. On appelle ça la caverne du Pont d'Arc Ardèche. La même chose a été faite pour Altamira.
La même chose a été faite pour la grotte de Millau, qui est ouverte, qui est quand même elle-même ouverte au public. Là, on peut voir les deux, ce qui est rare, hein. Et la grotte de Millau, c'est dans l'Ariège. Donc là, on peut voir les deux. Et il s'en fera d'autres, c'est certain. Et ça, c'est une très très bonne chose parce que ça permet aux gens de voir des grottes soit qui sont fermées au public, soit qui ne pourraient pas voir parce que, par exemple, des gens qui ont des problèmes physiques peuvent très très bien voir ces reproductions. Donc ça ouvre l'art des cavernes à tout un public.